Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Chérif Diop pour toutes ces informations. Mesdames, Messieurs, nous avons le plaisir de recevoir ce soir Monsieur le ministre Hamidou Kassé, El Hadj Hamidou Kassé. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes également ancien directeur général du Soleil, je viens de le dire, ministre. Oui, dans une vie antérieure. Oui, homme de médias donc, pour résumer, homme de culture. Et vous êtes l'auteur de l'ouvrage Les misères de la presse, le prétexte de l'invitation, vous le savez. Ce mardi 13 août 2024 a été une journée sans presse ici au Sénégal. Quelle appréciation est-ce que vous en faites? Écoutez, d'abord, merci pour l'invitation. J'avais observé une pause médiatique. Oui. Vous venez de m'en sortir pour justement parler des médias en général et de la crise qui frappe le secteur en particulier. Il est vrai qu'en 2002, j'ai publié un petit fascicule qui est intitulé Misère de la presse. Oui. Déjà en 2002. En 2002. Ça fait à peu près, disons, 22 ans. Oui. Ce petit livre était préfacé par notre regretté Babacar Touré, qui fut mon maître à Sud Hebdo d'abord, Sud au quotidien ensuite, et Sud quotidien tout court enfin. Ce qui avait motivé ce geste, donc l'écriture de ce petit livre, c'était un cri de cœur. D'abord, en 2002, il existait à peu près 30 à 34 quotidiens, déjà. J'avais personnellement remarqué que le modèle économique sur lequel l'ensemble de ces médias était basé n'était pas très viable. Mais au-delà de la presse écrite, c'était également les radios qui étaient en essor. Après l'expérience concluante de Sud Hebdo, non, de Sud FM, de Walf FM, de Dunia, c'était les premiers sur le marché de la radio privée. Il y avait également la télévision qui s'ébauchait dans sa libéralisation. Et mon expérience personnelle au plan intellectuel et professionnel m'avait conduit à faire le constat que si les modèles économiques ne s'adaptaient pas à une économie politique de l'entreprise de presse, on pouvait déboucher sur une crise désastreuse. C'est ça l'idée centrale de ce petit livre de 2002. Misère de la presse, donc, c'était, c'est vrai, dans une conjoncture, mais au regard de ce qui se passe, on peut dire que le constat est toujours actuel. Une petite anecdote, j'écrivais dans ce petit bouquin que 70% de ce qui existait, en tout cas dans le domaine de la presse écrite, dans le secteur, sous-secteur de la presse écrite, risquait de disparaître. Et il y a un jeune confrère et ami qui a écrit dans son journal « Oiseau de mauvais augure ». Je ne voulais vraiment pas être un oiseau de mauvais augure, mais c'est une démarche tout à fait empirique et quasi scientifique qui nous conduisait empirique et scientifique. Non, j'ai dit empirique et quasi scientifique. Oui, quasi scientifique. Voilà, qui nous conduisait vers cette conclusion-là. Vous savez, quand vous avez un journal
normalement, vous avez 2 colonnes. Vous avez les rentrées, ce sont les recettes. Vous avez les sorties, ce sont les dépenses. Pour être dans un langage simple. Pour faire trivial. Mais le problème, c'est que les charges, donc ce qui sort, est beaucoup plus important que ce qui entre. Pourquoi? Parce que vous vendez, mettons, 5000 exemplaires, ou même plus. Mais c'est un journal à 100 francs. Ça fait combien? Ça fait, vous avez 500 000, maximum 1 million, ainsi de suite. Bon. Et donc, les charges, si vous vendez 500 000, il faut inclure dans les charges les frais de reportage, l'amortissement des équipements, les salaires, les frais d'impression, les frais de distribution. Pour me résumer, il va vous rester à peu près peut-être 10 francs, 15 francs. À l'unité, Mais vous escomptez, en dehors de ces 500, avoir accès au marché publicitaire. Mais le seul problème, c'est qu'il y a 32 quotidiens, plus les radios, plus les télévisions, qui se partagent le même marché publicitaire. Et on sait que le marché publicitaire dans notre pays est extrêmement restreint. C'est l'agroalimentaire qui emprunte de plus en plus de la publicité hors média. C'est la téléphonie mobile qui a des budgets, parce que c'est des compagnies multinationales qui ont des budgets normés, qu'ils ne peuvent pas dépasser. Vous avez l'automobile qui ne fait pratiquement pas de publicité, parce que le marché est tel que on sait ce qui achète, ce qui n'achète pas. Et enfin, vous avez peut-être de la publicité institutionnelle, c'est-à-dire les ministères, les sociétés nationales, etc. Et c'est vers ça que la plupart des médias se dirigent. Mais là également, c'est une âpre bataille pour l'accès à la publicité institutionnelle. Donc, tendanciellement, vous allez vers l'impasse. C'est-à-dire la courbe est telle que vous ne pouvez pas vous en sortir. Et donc, la crise vient de très loin. La crise des médias vient de très loin. Mais ajoutez à cela, déjà en 2002, la tendance était nette vers la numérisation des médias. D'accord, on a assisté à l'émergence de sites internet, donc de la presse en ligne, qui réduisait de plus en plus les espaces, n'est-ce pas, de progression de la presse écrite, mais également de tous les médias classiques, y compris radio et télévision. On va reparler de tout cela, mais pour revenir à la journée sans presse, fallait-il en arriver là? Bon, je ne sais pas. Je ne veux pas faire des jugements de valeur. Je ne veux pas non plus être dans la position d'un donneur de leçons. Quelqu'un qui dit voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Ce que je peux dire, par contre, ou en revanche, c'est que la situation dans laquelle se trouvent les médias, je le disais, vient de très loin, et c'est une situation structurelle, parce que au déséquilibre dont je parlais tout à l'heure, vient s'ajouter l'essor de nouveaux médias, qu'on appelle les réseaux sociaux, mais également des instruments de production et de diffusion de l'information, comme les messageries, WhatsApp et autres, qui font que les sources classiques de l'information sont la télévision, la presse en ligne, la radio, la presse écrite, deviennent de plus en plus des espaces démonopolisés. Ils n'ont plus le monopole sur l'information. Donc ça, chacun d'entre nous, avec l'outil qu'est le smartphone, est un producteur et un diffuseur de l'information. C'est pourquoi, lors l'une de nos rencontres sur l'île de Ngor, j'avais proposé à mes amis le concept de médias citoyens ou de citoyens médias. C'est-à-dire chacun d'entre nous aujourd'hui, chez lui, dans la rue, au bureau, devient un média.
Et par conséquent, le besoin d'information qui était satisfait dans les médias classiques le devient de plus en plus dans les médias individuels. Et donc, la crise va aller en s'aggravant. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? À mon avis, c'est une réflexion collective. Il y a les acteurs, les journalistes, l'État, les annonceurs, les associations de consommateurs, parce que l'information est un produit de consommation, bien évidemment, n'est-ce pas? Pas comme les autres, mais quand même un produit de consommation. Ça. Tous doivent, à mon avis, aujourd'hui, se réunir, partir du fait que la presse, les médias ne sont pas juste un adjuvant dans le processus démocratique, mais un levier fondamental de démocratisation de la société, et par conséquent, tenter de trouver ensemble, dans un processus qu'on appelle conversation, les solutions consensuelles qui permettent à l'État de satisfaire ses exigences de recouvrement des taxes et des impôts, qui permettent aux médias d'évoluer sur des modèles économiques et de coopération avec les pouvoirs publics, tout en gardant leur indépendance pour justement préserver l'emploi, mais également jouer véritablement le rôle de vigie démocratique et de promotion des droits des citoyens à l'information. Alors vous l'avez dit, comme voie de solution, la médiation, Baba Tandian qui était là en première partie d'émission l'a évoqué. Il disait qu'à l'époque c'est feu Babacar Touré, le regretté Babacar Touré que vous avez évoqué, qui a préfacé votre ouvrage. Qui faisait ça? Bon, lui, il se propose de le faire, que les partis se retrouvent pour parler. Mais on ne peut manquer également de remarquer que ces difficultés sont arrivées à l'avènement du nouveau régime. Mais on peut le dire également d'une autre manière, juste après le départ de l'ancien régime. Non, vous savez, est-ce que le problème fiscal explique tout? Vous savez, je viens de le dire tout à l'heure. Il y a une crise des médias et c'est un peu partout sur le plan international. En Amérique du Nord comme en Europe, dans plusieurs parties de l'Afrique, dans plusieurs régions, la crise a commencé vers la fin des années 90, lorsque les tirages et les audiences des médias classiques avaient drastiquement baissé. Déjà là où on voyait une tendance vers une crise très sérieuse. Il y a eu deux comportements. Certains ont dit on va faire face à la crise qui n'est pas totalement là mais qui vient en procédant à des réformes de fond sur les contenus éditoriaux, sur les dispositifs technologiques, sur les schémas financiers, donc le financement des médias, et sur le renouvellement de notre rapport au marché publicitaire. Mais enfin, sur la réorganisation des personnels. Cela permettait de procéder à des ajustements internes, c'est-à-dire de neutraliser certains centres de coûts, c'est-à-dire ce qui coûtait et qui ne rapportait pas, et de renforcer certains centres de profit. Donc ce qui apportait de l'argent pour mieux faire baisser les charges. En tout cas, et augmenter la capacité de l'entreprise à faire face à ces charges et même à réaliser des bénéfices. D'autres n'ont pas malheureusement opéré les mutations nécessaires au nouvel environnement marqué par les nouvelles technologies de l'information et de la communication, l'essor des sites web, des sites en ligne. Ils n'ont pas su gérer le basculement vers le digital, le numérique. Ils n'ont pas su. Oui, vous savez, ils n'ont pas su gérer ce basculement. Et là, il faut faire attention. Parce que beaucoup croient que
le basculement dans le digital, ou ce qu'on appelle dans le langage des professionnels la transformation digitale, certains croient que c'est juste numériser le média. Ce n'est pas ça. Ça n'a rien à voir. La transformation digitale, c'est toute une stratégie exactement. qui remet fondamentalement en cause la manière de produire de l'information et de la diffuser, qui remet en cause les formats dans la production de cette information-là, qui remet en cause le rapport entre les producteurs de l'information et les consommateurs de l'information, parce que ces derniers ne sont plus de simples consommateurs passifs, ils sont eux-mêmes producteurs de l'information. Chacun d'entre nous, chez lui, peut prendre cet instrument qu'est le smartphone, enregistrer en vidéo, en mode audio, en mode texte écrit, diffuser ça à des millions et des millions de personnes immédiatement. Et c'est pourquoi d'ailleurs ça a permis le développement de fake news, de deepfake et consorts, au point que les rédactions ont inventé ce que les Anglais appellent le fact-checking. Donc la vérification de l'information, qui est une ancienne exigence, parce qu'on recommande de trianguler l'information, c'est-à-dire de procéder à une triple vérification. Maintenant c'est devenu encore beaucoup plus compliqué parce qu'il y a une diversification et une multiplication des sources d'information qui font justement qu'il est devenu très difficile de vérifier une information. Mais pour en revenir à la transformation digitale ou à la digitalisation, c'est toute une stratégie. C'est toute une stratégie qui implique qu'on ne peut plus faire la télévision comme avant. C'est-à-dire un plateau, je mets un plateau qui dure par exemple 5 heures, 6 heures de temps. On ne peut plus faire la radio comme avant, présenter un bulletin d'information indifféremment, sans la mise en scène de l'information, ou alors écrire comme avant, parce que simplement, si vous avez un quotidien, si vous avez une télé, une radio, un site en ligne, mais vous ne pouvez pas être plus rapide dans le traitement et la diffusion de l'information que celui qui a son smartphone et qui est en direct, qui n'a pas de contraintes d'appareillage, de gros équipements qu'il faut. Non. Mais il est là dans une conférence de presse, il fait en direct. Il est là un événement, c'est le chef de l'État qui va au Burkina Faso. Il est là en direct. C'est, je ne le souhaite pas, un incendie dans tel ou tel marché. Il est là en direct. Par contre, la manière classique de traiter, c'est que la radio, la télévision et la presse écrite, ils vont aller, ils vont recueillir l'information, venir la traiter et selon la périodicité, décaler la diffusion. Vous voyez donc le décalage. Le décalage, il est extrêmement important. Mais autre chose, c'est que dans le traitement de l'information, il y a ce qu'on peut appeler la dictature des formats. Mais vous faites un plateau qui dure 1 heure de temps, ou 2 heures, ou 5 heures, ou même 30 minutes. Pendant ce temps, l'autre, il est en train de basculer parce qu'il est concentré sur les réseaux sociaux qui lui envoient des centaines de milliers et de milliers d'informations. Nous-mêmes, chaque jour, nous recevons par WhatsApp, par les sites YouTube, et on ne peut même plus tout regarder. Personne ne peut plus regarder. Et donc, avoir certains formats longs, ça ne fait plus gagner. J'insiste juste sur le fait que la transformation digitale ne signifie pas juste la numérisation des contenus, mais c'est une transformation des contenus et des modes de production de ces contenus-là, mais également des modes de diffusion de ces contenus. Alors, toujours pour la valorisation des journalistes, des reporters, à quand des droits voisins, des droits d'auteur? J'ai entendu ce matin un confrère l'évoquer, Ibou Fall, pour ne pas le citer, que nous saluons au passage. Oui, bon, ça c'est des négociations à l'intérieur des rédactions. Vous, par exemple, publiez un article dans un quotidien. L'article est repris
dans un autre côté, dans un site internet, par exemple, dans des sites, ou dans les grands moteurs de recherche, comme Google, ainsi de suite, ou Facebook, ou Twitter. Alors, mais dans la chaîne de production de ce texte-là, il n'y a pas que vous, les journalistes. Oui. Il y a également le chauffeur qui vous a transporté sur les lieux. Il y a également celui qui a mis en page. Il y a le rédacteur en chef qui a... ceux qui ont travaillé à l'infographie, au montage. Voilà, il y a le correcteur. Il y a l'instance de validation, et ainsi de suite. Mais donc, il y a, on peut dire, un mode collectif de production de cette information-là. Mais donc, est-ce que les droits vous appartiennent à vous uniquement? Est-ce qu'ils appartiennent aussi à ceux qui ont participé à la construction, à la production de cette information? Tout ça, c'est des questions. Mais par ailleurs, si vous numérisez, il y a des gens qui ont accès à ça. Exactement, oui. En dehors de ceux qui ont acheté le journal. Mais comment on va répartir les retours? Tout ça, c'est des négociations. Exactement. Je pense que aujourd'hui, l'exigence, c'est que la presse sénégalaise, les acteurs de la presse sénégalaise, sachent qu'ils ont un instrument incroyable. Parce que quand même, la presse sénégalaise a fait des progrès immenses. C'est vrai, dans tout secteur, il y a des gens, il y a des brebis galeuses. Mais globalement, nous avons une excellente presse. Alors, il faut maintenant que, à l'interne, on réfléchit sur des stratégies pour avoir des entreprises autrement beaucoup plus performantes. Maintenant, je pense aussi qu'il est nécessaire d'aller vers peut-être des fusions. Parce que quand même, bon, il y a des réalités aussi qui sont très, très, très difficiles à gérer. Si chacun d'entre nous veut créer son média, là, on va vers une atomisation qui ne peut pas forcément servir le paysage médiatique sénégalais. Le maître mot, c'est la conversation, c'est la concertation pour trouver des consensus entre l'ensemble des acteurs, parce qu'il n'y a pas que l'État et les journalistes, il y a l'État et les journalistes, il y a le secteur privé, il y a la société civile, les consommateurs. C'est ensemble que nous pouvons tracer les sillons pour un meilleur devenir des médias sénégalais. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est terminé, alors qu'on j'aurais bien aimé évoquer l'accès à la publicité, l'aide à la presse, les conditions des jeunes reporters dans les rédactions. Moi, j'avais appelé ça dans mon livre la misère morale et professionnelle, mais c'est des choses sur lesquelles on peut évidemment revenir. Oui, ce n'est que partie remise. Merci. Vraiment, merci beaucoup. El Hadji Hamidou Kassé, c'est avec beaucoup de plaisir. Homme de médias, comme je vais vous résumer en tant que résumé, entre guillemets, bien sûr, comme tel, homme de médias, homme de culture également. Merci de nous avoir accordé cette interview. Merci à vous. Merci. Merci, à la prochaine fois. Merci également à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média. Merci, bonsoir. C'est toujours un plaisir de